On se retrouve donc sur ce Transformons la France en Occitanie à Montpellier. Première table ronde, énergie renouvelable, quels emplois et quelles formations d'avenir en Occitanie? Alors l'hiver 2022-2023 s'annonce inédit avec de possibles coupures d'électricité en janvier en raison d'un parc nucléaire affaibli. Le besoin d'accélérer sur les énergies renouvelables ne fait plus débat et une loi est d'ailleurs en discussion sur le sujet à l'Assemblée nationale. Les énergies renouvelables ne sont pas la seule réponse, mais elles sont un pilier central de la solution à l'urgence climatique, à l'impératif de neutralité carbone et à la souveraineté énergétique. Mais pour faire, il faut savoir faire. Il faut donc des hommes et des femmes qui ont des compétences. On sait que dans le nucléaire, par exemple, cette question de compétences se pose aujourd'hui qu'on n'a pas suffisamment anticipée. Elle est également cruciale dans le secteur des énergies renouvelables et c'est un vrai sujet sur l'édition 2022 d'Energaia qui compte cette année la présence inédite de Pôle emploi et de structures régionales de formation. Pour évoquer ce sujet à mes côtés, j'accueille donc Jules Nissen. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat des énergies renouvelables depuis la fin octobre 2022. Vous étiez auparavant délégué général de l'Association des régions de France. Et pour souligner que vous n'êtes pas en terrain connu, je précise que vous avez été, il y a une dizaine d'années, je crois, le DGS de la ville de Montpellier. À vos côtés, Grégory Lamotte, bonjour. Bonjour. Fondateur et président de l'entreprise montpelliéraine Comwatt. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que vous faites. Monsieur Charza, Dominique Charza, bonjour. Directeur régional Enedis en Languedoc-Roussillon. Et enfin, Yannick Gomez, pardon. Donc vous êtes le co-directeur du Master Management de la transition écologique et de l'économie circulaire à l'Université de Montpellier Management. Et donc vous êtes aussi donc, au CEA, à la cellule, vous dirigez la cellule innovation de l'ISEC, Institut des sciences et technologies pour une économie circulaire dans les énergies bas carbone. C'est ça. Oui, j'en fais Bonjour partie à tous les quatre. Cellule. Monsieur Nissen, je vais commencer avec vous. Depuis le syndicat des énergies renouvelables, qu'est-ce qu'on peut dire sur les besoins actuels de la filière des énergies renouvelables et quels sont les métiers en tension? Eh bien, merci de me poser cette question. Je vais peut-être y répondre de façon très générale en citant le rapport très récent qu'a publié l'Agence internationale de l'énergie pour dire que ses prévisions à 5 ans, c'est une augmentation de la capacité de production d'énergie qui sera satisfaite à 90% par les énergies renouvelables. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ça correspond à peu près, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie, à la capacité aujourd'hui électrique en Chine. Donc c'est considérable. C'est considérable, ça touche tous les pays, la France comme les autres. Et donc la question qui se pose, c'est comment on fait pour ne pas rater ce train-là? Le deuxième sujet, c'est qu'on a souvent considéré en France, et c'est peut-être lié à un peu une perte de culture industrielle, que la formation, ça suit le développement économique. Et on a peut-être insuffisamment traité les questions de formation comme un élément facilitateur et d'anticipation. Donc ici, on est à la conjonction de ces dynamiques, et je crois que les participants à cette table ronde pourront préciser exactement quels sont leurs besoins, mais il y a des besoins partout. Il y a des besoins partout, dans des métiers classiques, dans des métiers d'encadrement, dans des métiers d'ingénieur. On en reparlera tout à l'heure, je pense, dans la maîtrise d'ouvrage également, des projets qui deviennent de plus en plus complexes parce que les énergies renouvelables sont des projets de territoire, ils sont ancrés localement. Et donc, la compétence, la qualification, ça passe aussi par la disponibilité sur chaque territoire de gens qui peuvent faire ça. Alors, il y a des beaux enjeux, j'y reviendrai tout à l'heure, en matière d'information des jeunes et de leur donner à connaître un petit peu les opportunités qui existent dans ces métiers. Est-ce que vous voulez nous dire tout de suite les métiers qui sont les plus en tension peut-être sur... Les métiers, je pense qu'ils sont un peu tous en tension. Tous, et que les différents opérateurs essaient de s'arracher les gens compétents. Comme on est dans une filière relativement jeune et en forte croissance, les gens qui ont de l'expérience ne sont pas si nombreux, donc ils ont beaucoup de valeur. Et on a besoin d'eux pour former, au-delà des formations théoriques, les jeunes cadres et ingénieurs. Et puis après, ce qu'on néglige aussi parfois, c'est que, mais ce n'est pas propre à l'industrie des énergies renouvelables, c'est qu'il y a des métiers plus traditionnels, des métiers de soudeur, de chaudronnier, mais qui sont très importants pour le développement de la filière et qui n'ont pas toujours, je pense, dans l'opinion publique et auprès des jeunes, l'image valorisante qu'ils pourraient avoir quand on va voir la réalité de ce que ça représente et la beauté d'un geste technique de quelqu'un qui, après 3 ans de pratique, arrive à maîtriser la soudure et peut être assez fier de sa réalisation sur des gros projets industriels. On parlera attractivité tout à l'heure. Dominique Charza, peut-être, vous
pouvez nous dire, commencer par nous rappeler peut-être les missions d'Enedis, et puis nous dire vous aussi dans le réseau électrique quels sont les besoins et les tensions. Alors Enedis, on est l'entreprise de service public de distribution d'électricité en France, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On exploite un réseau qui fait 180 000 km en Occitanie, donc 4,5 fois le tour du monde. Alors, une de nos missions pour accompagner le développement des énergies renouvelables, c'est de raccorder au réseau public de distribution les énergies renouvelables de façon à permettre à l'ensemble des producteurs d'énergie renouvelable de pouvoir vendre leur production d'électricité. Voilà. Aujourd'hui, on a 600 000 installations qui sont raccordées au réseau public de distribution et on observe une croissance de l'ordre de 20% à peu près en 2022 par rapport à 2021. Et nos prévisions nous laissent penser que cette croissance va se poursuivre dans les années qui viennent. Donc on a vraiment un gros développement technique du réseau et beaucoup de besoins de compétences autour du développement des réseaux. Et puis, on met à disposition l'ensemble des données de consommation et de production pour l'ensemble des acteurs. Donc les producteurs, les consommateurs, les fournisseurs d'électricité, de façon à pouvoir gérer au mieux leur production d'électricité, leur consommation et optimiser également la production et la consommation. Donc ça, c'est aussi de nouvelles compétences. On a développé les fameux compteurs Linky qui sont bien connus, 35 millions de compteurs aujourd'hui installés en France. C'est donc de nouveaux métiers aussi qui se développent puisque toutes ces données, il faut les gérer. Et on a un rôle de gestionnaire de données, en même temps qu'un rôle de gestionnaire de réseau, on a un rôle de gestionnaire de données pour mettre à disposition de l'ensemble des acteurs ces données qui sont tellement importantes pour la transition écologique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réussissez à répondre à tous vos besoins ou est-ce que vous avez les réservoirs, les viviers de compétences disponibles ou pas suffisamment ? Alors, d'ores et déjà, on a plusieurs types de besoins. On a une centaine de métiers dans notre entreprise. Enedis, c'est 35 000 salariés et on a en gros plus de 50 000 salariés supplémentaires pour nos entreprises prestataires. Voilà, donc on a un gros donneur d'ordre, on fait beaucoup de travaux. D'ores et déjà, on sent vraiment des besoins pour nous et pour nos prestataires sur nos métiers techniques. C'est des métiers qui ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, les métiers techniques, on a beaucoup travaillé sur les conditions de travail, sur la formation autour de ces métiers techniques. Mais on sent qu'on a des besoins et on sent un certain manque dans un certain moment pour répondre à la demande. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Comment on développe les métiers techniques, comment on valorise les métiers techniques, et notamment vis-à-vis des jeunes filles. Parce qu'on observe aujourd'hui une très faible féminisation encore des métiers techniques. Pourtant, c'est des métiers qui sont extrêmement accessibles au public féminin. Il n'y a plus aucune limite, plus aucune contrainte au fait que des jeunes filles puissent accéder à ces métiers techniques. Voilà. Grégory Lamotte, vous avez donc créé une entreprise qui est spécialisée dans les solutions d'autoconsommation d'électricité solaire. Vous allez nous l'expliquer. Quels sont vos besoins et sur quel type de profil ? Alors nous on a créé une entreprise qui s'appelle Comwatt, qui effectivement est spécialisée dans la synchronisation de l'offre et la demande au niveau des énergies. Parce qu'effectivement, par exemple, on travaille avec les particuliers, mais avec les entreprises également. Par exemple, si un particulier met des panneaux solaires, il va produire principalement à midi, alors que ses consommations naturelles, c'est plutôt le matin et le soir. Donc, il va mettre des panneaux solaires et il va dire bon, le solaire, c'est pas terrible parce que je fais que 20% d'économie. Donc, il va dire oui, j'ai dépensé 10 000 euros pour baisser de 20% ma facture, et faire son calcul. Il va dire oh, le retour sur investissement, il est très très long. Et nous, on a développé en France donc une technologie. Donc, on est basé à Montpellier, on est 60 personnes. Bon, la plupart des salariés, c'est des développeurs informatiques. On a développé une solution. On est complètement intégré verticalement, c'est-à-dire qu'on est fabricant du hardware, on fabrique le software et on va mesurer en temps réel combien d'énergie est produite, combien d'énergie est consommée et on va aller déplacer les consommations d'énergie pour faire consommer les équipements au moment où l'énergie est produite et de manière à pouvoir baisser la facture de 50 à 70%. Et du coup, le retour sur investissement est beaucoup plus rapide. Donc nous, on est vraiment parti du digital. On s'est dit, il faut qu'on rende le solaire rentable pour essayer de moins dépendre des subventions et pour pouvoir aussi rendre le marché plus attractif. Donc on a eu besoin de compétences sur la partie digitale. Donc on a dû former, parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés de l'énergie. Il y a beaucoup de gens qui sont spécialistes du numérique, mais des gens qui sont spécialistes du numérique et de l'énergie,
il y en a beaucoup moins. Et quand on commence à expliquer à un développeur ce que c'est qu'un kilowatt, un mégawattheure, etc., il nous regarde parce que ce n'est pas forcément des choses qui sont faciles à comprendre et à modéliser. Donc il y a un gros boulot d'évangélisation au niveau des écoles, au niveau des formations informatiques. Et après, nous, ce qu'on a développé aussi depuis 2018, qui est notre deuxième métier, qui devient notre métier numéro 1, c'est qu'on a développé une plateforme de digitalisation du parcours client pour pouvoir rendre le solaire accessible à tout le monde. Parce qu'il faut bien penser qu'avant, on payait notre facture d'électricité comme on paye une taxe. On ne se posait pas de questions. À la fin de l'année, on recevait une facture, on la paye. Et c'était simple. Autant en tant que chef d'entreprise ou en tant que particulier, on paye et puis on ne se pose pas de questions. Maintenant, il y a plein d'options. C'est est-ce qu'il faut... et puis l'énergie n'était pas chère en plus. Quand l'énergie n'est pas chère, on se dit bon ben voilà, pour le prix assez faible, je peux chauffer ma famille, je peux l'alimenter. Maintenant l'énergie augmente, elle a pris beaucoup depuis ces dernières années. On a pris 50% en quelques années. Donc la question se pose et la complexité arrive. C'est-à-dire que ça devient compliqué. On dit mais est-ce qu'il faut changer de fournisseur ? Est-ce qu'il faut mettre des panneaux solaires ? Est-ce que c'est rentable ? Est-ce qu'il faut que je change mes appareils ? Donc on a besoin d'accompagner les gens. Donc c'est pour ça que nous, on a développé ce métier de coach énergie pour dire aux gens, voilà, c'est quoi votre problème, c'est quoi votre budget, et voilà ce qu'on pourrait faire avec votre problème et votre budget pour réduire votre facture au final, la réduire à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Et là, on est sur des profils un peu hybrides, alors, à la fois commerciaux, à la fois techniques. Exactement. Donc il faut accompagner le client. C'est-à-dire, c'est la pédagogie, parce que les clients, ils entendent tout et n'importe quoi sur Internet. On n'a jamais été aussi informés, et pourtant, on n'a été jamais aussi désinformés. Donc l'idée, c'est de dire, OK, allez, on se pose, on va se faire une petite visio d'une heure, posez-moi vos questions, on va répondre de manière objective, et à la fin, vous allez vous faire une idée concrète de ce que c'est que, qu'est-ce qui va se passer si vous ne faites rien, et voilà ce qui va se passer si vous passez aux énergies renouvelables. Et donc nous, ce travail d'accompagnement, c'est un peu technique, c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir de quoi on parle, savoir avoir des ordres de grandeur, savoir de combien on va économiser, est-ce que techniquement le projet est faisable, mais il faut aussi savoir être à l'écoute, parce que souvent, quand on est technique, on n'est pas à l'écoute, on veut expliquer sa technologie et on oublie d'écouter le vrai besoin du client. Donc là, il y a un travail de maïeutique à faire qui n'est pas donné aux techniciens pur souche. Donc il faut faire l'accompagnement. Et une fois qu'on a fait l'accompagnement, le client, nous, notre but, c'est ce qu'on dit, si le client, il est à bout de 3/4 d'heure, il a l'impression d'être plus intelligent, parce qu'on lui a fait comprendre des choses qui étaient pas claires pour lui, et bien quelque part, on a fait avancer et il va passer à l'action. Parce que quand on explique à quelqu'un ce que c'est que les énergies renouvelables, que ça crée des emplois, que c'est écolo, que ça fait baisser sa facture, il n'y a personne de sain d'esprit qui peut dire non, ça ne m'intéresse pas. Donc l'idée, c'est comment on enlève les derniers freins. Et les derniers freins, c'est l'incompréhension, la notion de confusion et la notion aussi de manque de confiance. Parce qu'il y a eu des éco-délinquants qui ont fait un peu n'importe quoi, comme un marché que tu disais tout à l'heure, effectivement, comme c'est un nouveau marché, il y a des gens qui sont engouffrés dans la brèche pour raconter n'importe quoi. Et donc maintenant, à partir du moment où on est capable de rassurer les gens, de créer un pont de confiance entre leurs besoins et les artisans qui font bien leur boulot, eh ben, il n'y a plus aucun frein pour passer à l'action. On a parlé des entreprises, on va parler un peu de la formation, bien sûr. Monsieur Gomez, vous, donc, on le sait, la question du sens qu'on met dans le travail est de plus en plus prégnante, notamment chez les plus jeunes. Est-ce que les étudiants aujourd'hui sont attirés, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont attirés par les métiers des énergies renouvelables ? Est-ce que le secteur ne souffre pas encore d'un manque d'attractivité, peut-être de méconnaissance ? Vous pouvez peut-être nous parler de comment est né ce master de management et nous dire ce qu'il contient. Alors, moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est parler du défi d'une génération. Et le défi d'une génération, c'est en fait au moment où on vit une crise géopolitique majeure, au moment où on a une raréfaction de la main-d'œuvre, au moment où on doit avoir une transition qui conduise à réduire de 5% par an, ce qui est énorme, les émissions de CO2 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Quand on prend l'ensemble de ces enjeux-là, la question c'est comment on fait en fait ? Comment est-ce qu'on y va ? Et le thème de la table ronde, c'est aussi transformons la France. Et donc comment créer des métiers porteurs de sens avec cet ensemble d'enjeux. Et c'est d'autant plus difficile qu'on est dans un pays qui s'est désindustrialisé fortement ces 20 dernières années, peut-être même ces 30 dernières années. On a réduit le CO2 parce qu'on a délocalisé une grande partie de tout ce qui produisait du CO2. Et aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas simplement la production, c'est aussi la consommation. En fait, c'est tous les produits qu'on consomme sur le territoire, où est-ce qu'ils sont fabriqués, où est-ce qu'ils sont produits. Et le CO2 n'a pas de frontières.
qu'on ait des tonnes de CO2 qui soient émises pour des produits qu'on consomme en France, en Chine, ou qu'elles soient émises sur le territoire, ils se répandent de la même manière dans l'atmosphère. Donc comment est-ce qu'on arrive à avoir un pays dont la consommation globalement se décarbone et où la part de production qu'on fabrique sur le territoire augmente? Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Alors on bénéficie d'un atout territorial, c'est l'énergie. On a quand même aujourd'hui une énergie, l'énergie la plus bas carbone d'Europe. Au moment où je vous parle, si vous voyez le site Electricity Map, la France produit 117 grammes de CO2 pour produire 1 kWh d'électricité, l'Allemagne 700 et la Pologne 1000. Donc en France, on a la chance d'avoir un mix énergétique constitué de deux énergies pilotables que sont le nucléaire et l'hydraulique, et des ENR qui sont des énergies intermittentes et qui peuvent parfaitement être conciliées avec des énergies pilotables. Et l'enjeu de la transition énergétique, c'est de sortir des énergies fossiles. Et ça, c'est un gisement d'emploi absolument formidable. Alors, on parle du Master Management de la transition écologique et de l'économie circulaire. C'est une initiative qu'on a eue il y a 3 ans, qui est partie entre le CEA et Montpellier Management, où on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour former des jeunes qui seront un peu en rupture, c'est-à-dire qui vont devoir penser en rupture pour réinventer. Comment est-ce qu'on réinvente? On parlait d'enjeux financiers tout à l'heure. Comment est-ce qu'on réinvente des managers, des contrôleurs de gestion qui ne vont pas simplement compter des euros, mais qui vont aussi compter de la matière, du CO2, et qui vont pouvoir avoir une vision un peu plus stratégique que simplement voir des enjeux de coût de revient à court terme, mais qui vont être capables de projeter aussi des enjeux de résilience à moyen long terme. Comment est-ce qu'on va former des cadres, par exemple, qui feront du marketing et qui ne seront pas simplement dans le marketing du toujours plus, mais qui vont inventer un marketing beaucoup plus axé sur les enjeux de l'économie circulaire, prenant en compte la sobriété, prenant en compte l'éco-conception. Et donc, c'est tous ces enjeux-là qu'on a dans les métiers du management. Et on a fait le choix aussi d'accueillir des profils techniques, donc des gens qui ont fait des profils avec de la chimie, de la biologie, de la physique, de la mécanique. Pourquoi? Parce que pour réussir ce fameux défi d'une génération, il faut arrêter de mettre les gens en silo. Il faut que l'ensemble des sciences se parlent. Et donc, il faut que dans tout ce qu'on fait, dans l'innovation, on intègre à la fois des réalités physiques. On avait oublié la physique dans l'économie avant. En fait, on pensait que tout se traduisait uniquement en euros. On pensait qu'on était dans une économie mondialisée sans aucune limite planétaire. Ce n'est pas le cas. On est dans une économie qui se démondialise avec 6 limites planétaires sur 9 qu'on a atteint. Et donc, on doit, en l'espace d'une très petite période, en 20 ans en fait, changer radicalement la donne. Et ça veut dire modifier à la fois profondément le management et modifier également la technique en travaillant en étroite symbiose entre les sciences humaines et sociales et les sciences exactes. Est-ce que c'est un master qui suscite beaucoup, pour qui il y a beaucoup d'appétence? Est-ce que les étudiants se bousculent au portillon? Vous êtes combien par promotion? Alors, ce master, il a été ouvert il y a 3 ans. On a à peu près 300 à 400 candidats désormais chaque année. On sélectionne 25 étudiants par promo en Master 1 et 25 en Master 2. Tous nos apprentis, tous les étudiants aujourd'hui sont en apprentissage. Il y a une vraie appétence des entreprises pour prendre des apprentis. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'en fait, face à ce défi gigantesque, en fait, qui est à la fois de réindustrialiser le pays avec une pénurie de main-d'œuvre et d'attirer des talents, il faut tout changer, en fait. Il faut rénover le management de la cave au grenier. Et c'est un peu l'idée qu'on a à travers quand même ce master. C'est aussi d'avoir des étudiants qui arrivent et qui sont naturellement engagés. Ils sont tous passionnés par la transition écologique. Des étudiants qui sont très épris aussi de sobriété. Ça, c'est une notion très, très importante. Et leur donner pendant 2 ans et travailler avec eux, les impliquer. Moi, ce que j'appelle les armes managériales pour changer le système de l'intérieur, en fait. Et arriver à produire cette transition pour compter ce qui compte, avoir une vision différente du management, de la stratégie, de la façon de piloter aussi et de gérer les entreprises, de désiloter aussi. Donc, c'est tous ces enjeux-là qu'on essaye de traduire à travers 800 heures d'enseignement et en rendant les étudiants participatifs le plus possible. Jules Nyssen, on continue sur l'attractivité. Vous dites qu'il y a une bonne image, mais certainement un déficit de communication quand même sur les perspectives des métiers des ENR. Il y a peut-être même un déficit de communication sur les perspectives tout court qu'on veut donner au secteur des énergies renouvelables. Il y a en ce moment, vous l'avez dit tout à l'heure, un texte de loi qui se discute à l'Assemblée.
L'enjeu, c'est de faire en sorte quand même qu'à la fin, ça devienne un texte de loi d'accélération, comme le titre l'indique, et pas finalement une loi de freinage. Alors après, c'est vrai que demander aux législateurs de simplifier les choses, c'est pas très facile. Mais ça pose un vrai problème parce que d'autres pays ne se posent pas ces questions et affichent un volontarisme politique assez fort. Et moi, je crois qu'il s'agisse d'attirer des capitaux ou d'inciter des gens à rentrer dans ces carrières, il faut qu'on soit très clair politiquement sur le volontarisme qui est celui de notre pays pour essayer d'avancer. Alors j'aimerais revenir sur un terme, je sais que ce n'est pas le sujet du table ronde, mais plutôt que de parler d'intermittence à propos des énergies renouvelables, je crois qu'il faut surtout dire qu'elles sont prédictibles aujourd'hui. C'est sûr qu'une éolienne, ça ne tourne pas quand il n'y a pas de vent, un panneau solaire, ça ne produit pas quand il n'y a pas de soleil. Mais beaucoup de panneaux solaires, beaucoup d'éoliennes, c'est complémentaire et en plus on sait prévoir à quel moment ça fonctionne. Donc c'est pas continu, mais c'est très prédictible. Je voulais le dire, je ne suis pas du tout contre vous, mais parce que c'est un argument qui est souvent utilisé pour expliquer que finalement ces énergies, elles coûtent de l'argent public. En réalité, elles ont rapporté 31 milliards d'euros au budget de l'État entre 2022 et 2023 et que ça ne sert à rien. Si on avait atteint nos objectifs de la PPE actuelle, on devrait être à 23% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie. On n'est qu'à 19%. L'écart entre les deux, ça représente 20% des besoins de l'industrie française. Donc je crois que ces arguments-là, ils ne sont plus du tout valables. Moi, j'ai envie de passer un message aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, parce que ça vaut aussi pour des salariés en reconversion. C'est un sujet d'avenir. Il y a un besoin qui est considérable, notamment dans les filières électriques, mais pas que. Il y a aussi la géothermie, l'hydroélectricité, la biomasse. Il y a des besoins, il y en aura pour des dizaines d'années, compte tenu des enjeux énergétiques auxquels on fait face. Donc il y aura des métiers, il faut y aller, quoi, franchement. Et puis c'est sympa pour la planète. Je trouve que c'est l'occasion de concilier de la compétence et un engagement collectif. Mais sans dire que c'est trop tard, est-ce qu'on a quand même manqué le virage de la formation pour les ENR ? Non, moi j'aime pas dire qu'on l'a manqué. Il est encore temps de le prendre correctement, mais il faut se dépêcher de tourner le volant. Monsieur Charzat, chez vous, il n'y a pas trop de problème d'image, je crois. Vous dites que vos métiers attirent. Nos métiers attirent. On s'appuie évidemment sur notre image de service public. Donner des valeurs, la notion des valeurs quand on s'engage dans un métier, dans une entreprise, c'est extrêmement important, notamment pour les jeunes générations. Et évidemment, le service public de l'électricité contient un grand nombre de valeurs. Et aujourd'hui, avec ce qui se profile à l'avenir, le développement des énergies renouvelables, la transition écologique, ça renforce encore cette dimension de valeur. Et simplement, pour illustrer sur les métiers de l'électricité, RTE a fait une petite étude. En 2050, l'électricité représentera 55% de l'énergie primaire en France. Aujourd'hui, on est à 25%. Et donc, il y a un enjeu de développement extrêmement important. Et il faut que ce développement se fasse de façon la plus profitable pour tout le monde. Évidemment, quand on parle de développement, on peut le voir de deux façons. Soit est-ce que c'est un développement subi ou c'est un développement choisi. Et donc tout l'enjeu, il est là, sur nos métiers, que ce développement soit choisi, notamment à travers l'accompagnement de nouveaux usages. L'usage qui va se développer le plus dans les années qui viennent, c'est autour de la mobilité électrique. En 2035, un véhicule sur deux sera un véhicule électrique. Et donc tout le monde devra faire le chemin de passer à l'électricité. Encore faut-il qu'on soit en capacité de pouvoir recharger son véhicule dans de bonnes conditions, en accompagnement, en pouvant s'appuyer sur l'énergie solaire, etc. Donc tout ça se développe énormément de nouveaux métiers. Monsieur l'expliquait très bien, pour pouvoir optimiser sa consommation, pour pouvoir développer des offres qui favorisent les énergies renouvelables, qui seront quand même dans le mix énergétique. Les énergies renouvelables, c'est l'énergie la moins chère. L'énergie la moins chère, c'est celle qui est produite par les énergies renouvelables, c'est la première. Comment on favorise et comment on oriente les consommations vers le solaire. Je regardais un chiffre tout à l'heure, à 13h, ici en Occitanie, l'énergie solaire représentait 38% de la production d'électricité en Occitanie. Donc il y a déjà un chemin qui est parcouru, il y a encore un grand chemin à parcourir, mais il y a tout cet enjeu de faire en sorte que cette énergie pas chère puisse accompagner le développement de nouveaux usages. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir développer des modes de pilotage de nos consommations. Et tout ça, c'est des nouveaux métiers. Voilà, donc c'est un enjeu qui est extrêmement intéressant, motivant. À partir d'un métier historique qui existe depuis des années, eh bien, les métiers évoluent en donnant un sens nouveau encore à ces métiers autour de la transition écologique. Est-ce que l'offre de formation, Jules Nyssen, peut-être, est suffisante en France ?
Alors, je crois qu'aujourd'hui, il existe à peu près 200 diplômes qui forment aux énergies renouvelables à des niveaux différents de qualification. Je ne suis pas certain que ça soit suffisant. Encore que ce qu'il faut surtout, c'est des gens motivés qui ont envie de faire ça, parce que ça peut partir des métiers de la gestion, du management, jusqu'à des métiers très très techniques. Je pense qu'il y a des enjeux autour de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire pas tellement la conception des produits, mais la capacité à conduire des projets. Parce que ce qui est la caractéristique de la plupart des projets d'énergie renouvelable, c'est qu'elles sont implantées dans les territoires. Ce n'est pas une usine quelque part, c'est des implantations partout. Donc c'est intimement lié à la vie des territoires, mais ce n'est pas facile à faire. Il y a des réactions, il y a des gens qui pensent que ça peut provoquer des dégradations du paysage ou générer des nuisances. Donc ce travail de relation, de proximité, il est très important, et au fond, ça, c'est du bon sens. Il faut être un peu formé à ça, mais ça ne nécessite pas forcément des qualifications particulières. Donc surtout, moi, mon message, c'est disons aux jeunes et à ceux qui ont envie d'évoluer dans leur profession que là, c'est vraiment un secteur porteur et avec beaucoup de possibilités de développement professionnel et personnel. Alors, si on parle un peu des cadres maintenant, c'est un marché qui est encore assez jeune, avec peut-être peu de seniors expérimentés. Qu'est-ce que vous observez, vous, sur ce marché ? Est-ce que les entreprises trouvent des cadres à leur mesure ? Est-ce que vous allez les chercher ailleurs ? Est-ce qu'il y a un marché de la débauche, peut-être ? Ou est-ce qu'on s'arrache les compétences aujourd'hui ? Alors effectivement, quand on parle d'autoconsommation, c'est un métier très récent. Et donc, il n'y a personne qui peut avoir un CV et qui dit « j'ai 10 ans d'expérience ». Donc du coup, c'est une chance, parce qu'il y a plein de gens, tout le monde, c'est un peu une redistribution des cartes, et tout le monde repart un peu au même niveau, quoi. Il n'y a pas de complexe à avoir, il n'y a pas de gens qui disent « tiens, j'aurais tellement aimé faire ce métier, mais je ne peux pas le faire, j'ai pas fait la bonne école ». Aujourd'hui, c'est une chance. Pour il y a plein de gens chez nous qui sont en reconversion, qui étaient des graphistes, qui étaient des ouvriers, qui étaient des vendeurs, qui deviennent techniciens conseils, et ils sont contents de dire j'ai pas de complexe à faire ça, parce qu'on part tous sur un nouveau pied. Et ce qui est important aussi, c'est qu'avant, dans l'énergie, il y avait on était sur une culture française très peu carbonée, effectivement liée au nucléaire, où on avait besoin de faire des centrales nucléaires, mais c'était logique de faire ça depuis Paris. Parce qu'on n'allait pas développer à Montpellier un savoir-faire nucléaire, et puis à Toulouse, et puis à Marseille. C'était idiot que chacun réinvente la poudre à son niveau. Donc il fallait une conception, une ingénierie de très haut niveau, mais parisienne. Et là, avec les énergies renouvelables, on n'a pas besoin de Paris pour développer une centrale photovoltaïque, on n'a pas besoin de Paris pour faire une centrale géothermique, on n'a pas besoin de Paris. Donc les territoires peuvent redevenir plus résilients et moins dépendre d'une compétence centralisée. Alors, c'est très bien que Paris ait son rôle à jouer dans la France, parce qu'on est quand même un pays très colbertien, mais c'est quand même bien aussi que les régions puissent se réapproprier cette connaissance qu'on avait un peu perdue. Parce que quand on parlait avec les élus, quand on parlait avec tout le monde, ils disaient non, c'est Paris qui gère ça. En énergie, c'est Paris, c'est pas nous. Et maintenant, on leur dit non, mais demain, si les gens ne peuvent pas payer leur facture d'énergie, si toi, en tant que maire, tu n'as pas fait ton boulot, tu auras des manifs, tu auras des gens qui vont venir te chercher. Alors qu'avant, ils disaient c'est pas moi, c'est Paris. Donc je trouve ça bien qu'on monte en compétences et qu'on prenne à l'échelle locale les responsabilités de notre destin. Yannick Gomez, où vont vos étudiants quand ils sortent du master ? Alors justement, je voudrais revenir sur une expérience qu'on a conduite au début de la rentrée, là, où on a fait réfléchir les 50 étudiants du master sur la théorie du donut. En gros, comment concilier les limites planétaires avec le plancher social. Le plancher social et le plafond écologique. Ou pour dire plus simplement, comment réconcilier la fin du monde et la fin du mois. Et en fait, on avait divisé les étudiants en groupes de travail. Ils ont repris les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, les travaux du Shift Project également. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, on voit que le chemin pour aller vers une décarbonation, un respect des limites planétaires, il est possible. Mais puisqu'on parle de tension des métiers, je pense qu'il faut clairement dire que s'il y a des secteurs, on a une pénurie de main-d'œuvre. Donc s'il y a des secteurs qui vont avoir besoin de compétences et de métiers, et c'est très clairement le cas de la transition énergétique et de manière massive, il y a aussi des secteurs où la sobriété va faire qu'on va avoir besoin de moins de demandes. Par exemple, on peut se poser la question sur est-ce que le modèle en 2050, ça sera d'avoir des gros véhicules ? Est-ce qu'on va doubler le transport aérien ? Est-ce que ça va être compatible avec les enjeux de transition ? Moi, je pense que non. Et je pense que du tout, les gisements d'emploi, ils sont du côté de tous les métiers qui contribuent à la transition, et en premier lieu, la transition énergétique. L'énergie, c'est la clé. Les 2/3 des émissions de CO2 dans le monde sont liées au fait que 82% de l'énergie est une énergie fossile. Donc la transition énergétique, c'est de sortir du fossile, et c'est un énorme gisement d'emploi, en fait.
Jules Nyssen, un mot sur le marché de la débauche des cadres, peut-être? Ou pas des cadres, d'ailleurs? Oui, je ne sais pas, c'est pas un marché de la débauche. Hein. Enfin, c'est simplement le témoignage du fait qu'il y a beaucoup de besoins et pas assez de gens qui sont dessus. Voilà, alors peut-être pour avoir un mot plus local, ici, on est en Occitanie. La présidente de la région, c'est aussi la présidente de Région de France. J'en sais quelque chose puisque j'étais son délégué général. Les conseillers régionaux, ils ont une mission importante de faire connaître les métiers aux jeunes dans les lycées, dans les collèges. Et nous, on va travailler avec Région de France aussi pour essayer de faire connaître globalement cette palette de métiers. Voilà. Si aujourd'hui il y a de la tension sur les salaires, ça prouve qu'il y a des besoins et donc il y a des opportunités. Donc voyons le bon côté de la chose. On sait, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est les énergies renouvelables sont vertueuses, on l'a dit, mais elles sont aussi parfois l'objet de crispations, notamment dans l'éolien. Est-ce que la question de la quête d'acceptabilité sociale est un sujet qui est suffisamment abordé dans les formations et dans les gens que vous récupérez dans vos entreprises? Vous voulez pas qu'on remplace le mot acceptation par adhésion plutôt? Parce que si on regarde les sondages globaux, les gens sont en majorité favorables aux énergies renouvelables, de façon équilibrée d'ailleurs, dans un mix avec le nucléaire. Et après, quand on en arrive au projet de terrain, ça crée des crispations. Mais vous le rappeliez tout à l'heure, moi j'étais pendant 6 ans directeur général de cette ville. J'ai jamais vu un projet qui, au départ, suscitait les applaudissements. Il y a toujours des réticences. Et puis les élus locaux, ils savent très bien gérer ça. Et petit à petit, on arrive à convaincre, on avance. Et à la fin, les gens sont très très fiers qu'il n'y ait plus de voitures sur la place de la Comédie, par exemple. Donc, mais par contre, c'est un métier, c'est un boulot. Et il faut savoir que quand on est en tout cas chef de projet sur des projets d'énergie renouvelable, il va falloir traiter ça. Et il y a un exemple assez médiatisé, c'est le parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Sur la scène, au moment de l'inauguration officielle, il y avait le président d'honneur de France Nature Environnement, et dans une émission sur France Inter, pour ne pas nommer cette station, le président du comité des pêches, qui se sont tous félicités de la façon dont ça s'était fait. Donc même sur des gros projets comme ça, c'est possible. Monsieur Gomez, peut-être un mot sur ce sujet, on va conclure. Sur l'acceptabilité sociétale, je pense que l'enjeu clé, c'est de fournir des solutions aux citoyens, en fait. Alors nous, par exemple, on fait travailler les étudiants sur des cas. On a pris le cas, par exemple, d'une famille en transition dans un territoire rural. Comment vous faites dans un territoire rural quand vous devez prendre la voiture aujourd'hui pour aller travailler, quand vous êtes chauffé avec une pompe au fioul? Donc comment vous faites? Et du coup, on les fait travailler en se disant quel serait l'impact financier et l'impact carbone s'ils installaient une pompe à chaleur, s'ils plaçaient des panneaux photovoltaïques, s'ils utilisaient des petits véhicules électriques. Voilà. Et on essaye de faire travailler les étudiants par rapport à ça. Ça rejoint ce que vous disiez sur l'enjeu de coacher aussi et d'accompagner la transition. Et c'est l'acceptabilité sociétale, elle passera aussi par le fait qu'il y aura de plus en plus de gens formés, capables d'expliquer des enjeux financiers sur le long terme et capables justement de répondre vraiment aux besoins des gens en fonction du territoire. C'est pas la même chose de vivre aujourd'hui dans un territoire rural ou en plein centre de Paris ou de Montpellier. Et il faut fournir des solutions de transition pour chaque territoire, en fait, adapté. Bon, je termine juste parce que le temps est écoulé. Je précise qu'on aura un relais. Jules Nyssen, vous m'avez dit on peut dire qu'on aura un bon relais en région avec Florence Lambert, qui est la présidente de Genvia et qui est chez vous présidente de la commission Innovation Formation. Absolument, et qui a décidé de faire de l'année 2023 la question de la formation, de l'emploi et des compétences, l'axe de travail principal de sa commission. Très bien, merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous. Merci. Merci.